Dans un monde secoué par les conflits, des millions de personnes chaque année sont contraintes de fuir leur pays. On les appelle généralement les réfugiés. Mais qu'est-ce qui implique véritablement le statut de réfugié? Quels sont leurs droits, les recours et les protections qui leur sont garantis? Et surtout, que dit le droit international? Dans ce numéro, nous faisons le point sur les mécanismes juridiques qui encadrent la protection des réfugiés, et ce avec Nestor Célestin Kochadjo, juriste consultant à la CEJUS. Auditeurs et auditrices de Radio Jena, c'est un plaisir de vous retrouver dans l'heure du droit, l'émission qui vous facilite la compréhension de l'univers juridique. Méchac Niaro à la présentation. Cher invité, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Jena. C'est un plaisir d'être dans les studios, c'est ma première fois à la radio, donc je suis honoré d'être là. Oui, un plaisir pour nous de vous recevoir dans nos studios. Alors aujourd'hui, nous parlons de protection des réfugiés. Au sens du droit international, qu'est-ce qu'un réfugié? Alors, pour aller simple, on va dire qu'un réfugié, c'est une personne qui fuit. J'insiste sur le mot fuit, parce que ça fait toute la différence par rapport aux autres mots qu'on peut connaître comme migrant, etc. Une personne qui fuit son pays d'origine pour des raisons politiques, pour peut-être des raisons aussi religieuses. Une personne qui fuit pour ses convictions politiques, ses convictions religieuses, philosophiques, etc. Et pour aller donc trouver refuge dans un autre pays. Autrement dit, c'est une personne qui fuit pour sauver sa vie, pour sa liberté. D'accord. Est-ce que nous avons une définition juridique du mot réfugié? Oui, la définition juridique simple de la Convention de Vienne, elle dit, la Convention de Vienne de 1951 dit que c'est une personne qui fuit parce qu'elle est menacée. Et donc à cause de ses idées politiques ou religieuses. Donc qui fuit parce qu'elle est menacée. D'accord. Généralement, quand on parle de réfugiés, il y a des termes qui reviennent souvent. On parle de demandeurs d'asile, réfugiés, migrants, personnes déplacées. Est-ce qu'il y a une différence entre ces terminologies ou ce sont juste des synonymes? Ce ne sont pas des synonymes. Il faut dire que le demandeur d'asile, il n'est pas encore réfugié. C'est quelqu'un aussi qui a quitté son territoire, mais qui demande une protection internationale. Et donc, il n'a pas encore reçu cette protection-là. C'est pourquoi on l'appelle demandeur d'asile. Donc, les tests mettent la différence parce qu'il est aussi protégé, mais il n'a pas la même protection qu'un réfugié. Le réfugié, c'est celui qui a déjà reçu cet asile-là. Et donc, il a été demandeur d'asile, il a reçu un avis favorable, et donc il bénéficie du statut d'un réfugié. Alors que le demandeur d'asile, c'est une personne aussi qui a fui son territoire et qui demande, pour des raisons que j'ai citées auparavant, à être protégé par un État donné. Et donc, c'est ça qui fait toute la différence entre le demandeur d'asile et un réfugié. D'accord. Doit-on déduire que toutes les personnes qui quittent leur pays pour une raison ou une autre et qui s'installent dans un autre sont forcément passées par une demande d'asile? Pas forcément. La demande d'asile, elle est formelle, c'est une situation juridique claire. Alors qu'il y a des personnes qui aussi quittent leur pays, qui se retrouvent dans un autre pays pour les mêmes raisons, sans forcément faire la demande d'asile. Et peut-être que c'est des gens qui juste ont trouvé des moyens pour aller se réfugier quelque part, entre guillemets, sans avoir la protection juridique du terme ou bien de la protection juridique d'un réfugié. Mais pour être demandeur d'asile, c'est que vous avez soumis la demande. Et la demande est en cours de traitement. Et on vous nomme demandeur d'asile et vous bénéficiez d'une protection en attendant que la demande soit traitée. C'est pourquoi vous avez le titre de demandeur d'asile. Maintenant, si la demande est traitée et que vous êtes reconnu comme réfugié, maintenant, là, vous bénéficiez du statut de réfugié
avec tout ce qui va comme implication juridique à côté. D'accord. Est-ce qu'il faudrait que la vie de la personne soit en péril ou en danger avant qu'elle ne puisse effectuer cette demande? Oui, il faut que, c'est pourquoi dans la définition, je parlais d'une personne qui veut sauver sa vie. Il faut que votre vie soit en danger. Maintenant, que votre vie soit en danger est interprétable. On peut l'interpréter sur différentes manières. De façon générale, on dit que votre vie est en danger parce que vous avez émis un avis, et un avis que vous pensez peut vous coûter votre vie parce que vous avez donné un avis politique et vous pensez que dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez, parce que vous avez donné cet avis-là, votre État ou les gouvernants de votre État vont mettre votre vie en danger. Ou parce que vous êtes une minorité ethnique qui est persécutée dans votre région et vous pensez que si vous continuez pas y être, vous allez perdre votre vie ou toute votre intégrité physique. Voilà. Donc c'est un élément important qui permet à l'État qui vous accueille, de pouvoir vous donner. Sinon, il y a plusieurs personnes qui quittent leur territoire pour plusieurs raisons données, sans que forcément leur vie soit en danger. Je donne un exemple pour des raisons économiques. Oui. Ça aussi, peut-être vous pouvez dire que votre vie est en danger parce que vous ne trouvez pas à manger dans votre territoire. Vous allez pour vous chercher ailleurs. Voilà. Mais vous ne pouvez pas bénéficier du statut de réfugié dans ce cas-là. Parce que là, votre vie n'est pas en danger pour des raisons politiques. Donc la raison est importante sur la question du fait que votre vie soit en danger. D'accord. Donc, essentiellement, pour demander l'asile, il faut être en situation, en risque, en situation de danger pour des raisons politiques. Politiques, religieuses ou pour des questions de minorité sociale. D'accord. Alors, si par exemple, on a des soucis d'ordre personnel, peut-être des conflits matrimoniaux, conjugaux, ou peut-être une tierce personne veut porter atteinte à notre vie. Oui. En dehors des raisons politiques. Oui. Est-ce qu'on peut faire une demande d'asile? Non, ça ne peut pas. En réalité, dans ce cas, votre État est censé vous protéger. Vous êtes un citoyen en danger, peut-être vos droits sont en danger. Donc là, vous vous adressez plutôt à votre État qui est censé vous protéger. Parce que la différence avec ce cas, ici, ce sont les gouvernants de votre État qui ne sont pas en mesure de vous protéger. C'est pourquoi vous demandez à un autre État de vous protéger. Mais ici, c'est un individu au sein de votre État. Donc, votre État peut vous protéger dans ce cas. Parce qu'il est souverain. Exactement. Donc, votre État peut vous protéger. Si vous demandez un asile pour ça, l'État à qui vous demandez l'asile va vous dire, mais votre État peut vous protéger dans ce cas-là. Donc, adressez-vous aux autorités compétentes de votre État. Mais lorsque vous estimez que c'est même votre État, vos gouvernants qui sont à l'origine du danger que vous fuyez, là, l'État vers qui vous vous tournez a quand même l'obligation, selon les dispositions justement de la Convention de Genève, de vous protéger ou d'accepter si les conditions sont réunies pour vous donner. Très bien. Vu que vous parlez des conditions, vous pouvez les développer. De quelles conditions s'agit-il? Non, les conditions, premièrement, il faut que votre vie soit en danger. Oui. Il faut que ça soit pour des raisons politiques. Et il faut, selon maintenant, et pour des raisons politiques ou religieuses ou d'autres raisons, mais liées aussi à votre gouvernement. D'accord? Et il faut que votre État ne soit pas en mesure de vous protéger. C'est-à-dire, vous vous trouvez dans une situation où votre État ne peut pas vous protéger. Et l'autre condition, c'est quand même dans chaque État maintenant, chaque État a des conditions formelles qu'il faut remplir parce qu'il ne s'agit pas de vous retrouver juste dans l'État pour demander l'asile. Il faut passer par des procédures, comme par exemple au Togo aussi, il y a la Commission nationale d'assistance aux réfugiés qui a mis des conditions pour un étranger qui veut demander asile au Togo, de pouvoir aussi remplir les dispositions nécessaires. Au-delà des conditions générales, chaque État maintenant met les conditions. Donc sur place, il y a des institutions qui existent. Justement, il y a des institutions dans chaque État. Et au Togo, ici, nous avons l'ACNA, qui est la Commission nationale d'assistance aux réfugiés, et qui est chargée de pouvoir traiter toutes les questions liées aux réfugiés dans notre pays, et qui traite aussi donc les demandes d'asile que
les demandeurs d'asile peuvent faire. Il faut noter qu'au Togo, par exemple, je ne sais pas par rapport aux autres États, comme je l'ai dit, les États ont des conditions. Au Togo, vous pouvez faire la demande même au niveau de la frontière. Ah oui. Dès que vous arrivez au niveau de la frontière Togo avec votre pays, si vous êtes béninois. Béninois, par exemple, vous arrivez au niveau de la frontière de Hilakondi, vous pouvez faire en même temps introduire votre demande d'asile au niveau des douaniers de l'autre côté. Donc, il y a toutes les... On va vous donner un formulaire, vous allez remplir. Et vous avez, normalement, si vous rentrez dans l'État, vous avez 90 jours pour pouvoir formuler. Au-delà de ça, vous allez passer par d'autres procédures un peu plus complexes. Voilà. Donc, vous avez 90 jours pour faire la demande. Et est-ce qu'il y a des chances qu'on puisse accepter ou refuser? Non, normalement, la demande, on ne peut pas accepter. On ne peut pas refuser, au fait. Vous avez le droit de faire la demande. Maintenant, quand vous accorde l'exil, ça, ça dépend maintenant. Est-ce que vous répondez, puisque l'État va étudier la question, va étudier votre cas, pour voir si vous répondez vraiment aux conditions que j'ai précitées. Si vous ne répondez pas, on va vous refuser l'asile. Vous pouvez rester dans l'État, suivre comme un migrant normal pour bénéficier. Parce qu'il faut aussi le dire, les migrants, comme les réfugiés, ont une protection générale, une protection internationale juridique. Nous en parlerons. Oui. Quand vous êtes migrant, vous bénéficiez aussi. Donc, si vous n'avez pas le droit d'asile, quand vous êtes un migrant dans un autre pays, vous n'avez qu'à respecter les conditions aussi mises à ces dispositions-là. C'est noté. Alors, parlons toujours de ces conditions. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour effectuer la demande? Normalement, il faut être majeur selon les tests de chaque pays. La majorité, parce que certains, la majorité c'est 18 ans, d'autres c'est 17 ans. Donc, il faut être majeur. Si vous n'êtes pas majeur, si vous êtes mineur, il faudrait qu'il y ait quand même un tuteur qui puisse vous suivre. Parce qu'un mineur qui... Maintenant, vous allez me demander, bon, un mineur qui se retrouve dans des conditions où il a fui parce qu'il y a la guerre. Oui. Voilà, il se retrouve à la frontière. Comment on va gérer son cas? On ne peut pas se permettre de demander où est son tuteur, où sont ses parents. Donc, dans ce cas-là, il y a quand même une protection selon le droit des enfants qui permet à ce que, quand on voit vraiment que c'est un mineur, on prend les dispositions nécessaires en attendant de pouvoir chercher à rejoindre un tuteur ou ses parents. On prend quand même... C'est vrai qu'à vue d'œil, ça ne se voit pas, mais il y a quand même des mineurs qui peuvent se voir à vue d'œil. Un mineur de 13 ans, de 12 ans, quand on le voit, on sait en même temps que c'est un mineur. Oui. Là, on prend des dispositions pour le protéger sans attendre qu'il puisse, puisqu'il ne peut même pas faire le formulaire. Donc, on prend des dispositions pour... Il bénéficie automatiquement d'une protection en attendant qu'on puisse suivre la procédure pour avoir ses tuteurs ou ses parents. D'accord. Alors, vous avez tantôt parlé d'exilés, de migrants, de réfugiés. On se mélange dans les termes. Quelles sont les implications juridiques de chacun de ces statuts que vous avez cités? Voilà. Je disais qu'il y a aussi des migrants. Oui. Le migrant, c'est toute personne qui quitte un point A vers un point B. Un État vers un autre État, une ville vers une autre ville. Et donc, de façon juridique, la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît à toute personne la liberté de se déplacer d'un point A à un point B. La liberté de circulation des personnes et des biens. Exactement. Donc, dans les conditions, naturellement, de respect des règles de l'État en question. Donc, l'implication juridique est simple, c'est que quand vous êtes migrant, on ne peut pas vous refuser l'entrée dans un État pour la simple raison que vous n'êtes pas de nationalité de cet État-là. Oui. Donc, il faut juste respecter les conditions d'entrée dans cet État et puis vous bénéficiez automatiquement de la protection. Vous ne pouvez pas faire l'objet de compétences, de poursuites pour autres. Maintenant, quand vous êtes demandeur d'asile, le demandeur d'asile, comme je l'avais dit au départ, l'implication juridique, c'est qu'il bénéficie d'une protection en tant que demandeur d'asile, c'est-à-dire en tant qu'une personne qui est en danger, qui a demandé une protection d'un État. Donc, le temps que l'État est en train d'étudier
son dossier, il bénéficie de cette protection-là. Mais il peut être refoulé si les conditions ne permettent pas. C'est-à-dire, on le ramène dans son pays On peut le d'origine. ramener dans son pays d'origine. Si l'État estime que les conditions ne permettent pas pour lui donner l'asile. À la différence du réfugié qui a bénéficié de l'asile, c'est-à-dire qu'il a le statut de réfugié, on ne peut pas le refouler. Lui, il bénéficie des droits de non-refoulement. Donc, il a le droit de rester. Il bénéficie de toutes les, je vais dire, de toutes les conditions qui ont été prévues par la Convention de Genève. Et qui, par exemple, il a le droit de pouvoir circuler librement, de travailler, d'être intégré dans... et le droit même de demander la nationalité de l'État, là où il est, s'il estime qu'il ne se sent plus même en sécurité pour un long moment dans son État d'origine, il peut demander la nationalité. Et maintenant, l'État va juger s'il respecte les conditions pour avoir la nationalité à son niveau. Donc, or, le demandeur d'asile n'a pas toutes ces implications juridiques. Comme lui est demandeur d'asile, on peut le refouler. Il n'a même pas encore le droit de demander même la nationalité et autres. Voilà. Parce que, au-delà de tout, ils ne sont pas encore des apatrides. C'est-à-dire qu'il faut mettre la différence. Le demandeur d'asile, ça ne veut pas dire que ce soit le demandeur d'asile ou le réfugié, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus la nationalité du pays d'origine. De son pays d'origine. De son pays d'origine. Ils ne sont pas des apatrides. Il faut mettre la différence entre eux et les apatrides, qui peuvent aussi, les apatrides qui bénéficient aussi d'une protection internationale. Parce que quand vous arrivez dans une situation où vous n'avez plus aucune nationalité, les apatrides, c'est des gens qui n'ont aucune nationalité. Donc, ils bénéficient aussi d'une protection internationale. Sauf qu'eux, ils ne sont pas forcément en danger. Peut-être des situations il y a eu des situations qui ont amené à ce qu'ils soient apatrides, mais ce ne sont pas des situations forcément qui mettent leur vie en danger. Voilà un peu ce que je peux dire de façon générale avec tous ces mots qui sont un peu, je vais dire, qui ressemblent un peu à un réfugié, mais qui ne sont pas forcément des réfugiés. Merci pour ces éclaircissements. Alors, vous avez parlé d'apatride, on y reviendra, mais bien avant, est-ce que vous pouvez détailler un peu la protection dont il s'agit lorsqu'on parle de réfugiés? Alors, lorsqu'on parle de réfugiés, c'est une protection, je vais dire, des Nations Unies, qui est mise en place par la Convention de Genève de 1951 et qui a été appuyée par le protocole de 1956. Et la protection, c'est une protection double, en fait, je vais dire. Une protection d'abord pour son intégrité physique, pour sa vie de façon générale, et une protection, je vais dire, contre maintenant, entre guillemets, son état. Une protection qui est orientée vers son état. Faire en sorte que l'état d'où il provient ne puisse pas mettre la main sur lui. Parce que il peut se retrouver dans des situations où l'État trouve un moyen. Par exemple, je peux donner l'exemple d'un réfugié qui a été qui écope d'un mandat d'arrêt, par exemple, parce qu'il a dit des choses et puis on a un mandat d'arrêt contre lui. Il y a un procès qu'on vient tenter contre lui. Donc l'État va chercher coûte et coûte à l'avoir parce qu'il y a un mandat d'arrêt. Maintenant, s'il bénéficie du statut de réfugié, l'État qui l'héberge doit pouvoir faire en sorte qu'il ne rentre pas. Parce que s'il bénéficie du statut de réfugié, ça veut dire que l'État reconnaît qu'en réalité, ce pourquoi il est poursuivi, ce n'est pas véritablement un fait juridique, mais c'est pour des questions politiques ou religieuses ou pour ses opinions. Donc l'État, là, le protège pour qu'il ne se retrouve pas dans des situations où il soit livré. L'État ne va pas permettre, par exemple, il peut y avoir un accord juridique. Il y a des accords judiciaires entre les États. Entre les États, oui. Les États font des accords judiciaires pour dire, si un criminel qui fuit mon pays se retrouve dans ton pays, il faut me le livrer. Et aussi, si un criminel de ton pays se retrouve dans mon pays, je vais te le livrer. Donc, il y a des accords comme ça entre les États, des accords judiciaires.
Et s'il arrive que l'État, le réfugié se retrouve dans un État où son État a un accord judiciaire, la protection dont il bénéficie voudrait que l'État là ne lui livre pas à son pays. Donc c'est pourquoi je parle d'une protection double. D'abord une protection physique, naturelle, puisqu'il a quitté son pays. C'était un travailleur par exemple. Il arrive, naturellement il n'a plus de travail. Il doit manger. S'il quitte avec ses enfants, il faut subvenir aux besoins de ses enfants. Donc la protection voudrait que vous le trouvez à manger, entre guillemets, trouver à manger, à boire, il faut qu'il se vêtir, qu'il reprenne ses activités, qu'il reprenne des activités qui lui permettent lui-même de pouvoir gagner. Quand vous prenez l'exemple du camp des réfugiés qui est à Vepozo, Oui. qui est géré par le CNA, vous allez voir que, ils sont pris en charge par la Commission nationale, avec l'appui bien sûr des Nations Unies, Oui. et ils bénéficient de tout. Ils ont un logement, ils mangent, ils dorment. Maintenant, il y a certains parmi eux qui travaillent aussi. Ah oui. Oui, il y a certains parmi eux qui vont travailler, qui reviennent. Ils quittent le campement. Oui, ils bénéficient des gens qui ont duré, qui ont demandé à travailler, qui ont trouvé du travail, et qui travaillent, qui quittent le camp, qui reviennent. Voilà. D'accord. Donc, l'État a l'obligation de faciliter cela. Si le réfugié a besoin d'un travail et autres, on juge bon si, voilà, on a les conditions pour le protéger et tout. Voilà. Et la seconde protection, comme je l'ai dit, c'est contre maintenant son État, pour que son État n'arrive pas à pouvoir... À lui porter atteinte. Effectivement, avoir la main sur lui. D'accord. De l'explication que vous aviez donnée tantôt, est-ce qu'on pourrait déduire qu'en plein procès, en procès amorcé, on a la possibilité de, en griffe, fuir ou quitter le pays si on trouve que les motifs ne sont pas légitimes? Oui, si vous trouvez que en plein procès, bon, si vous avez la possibilité en plein procès de quitter, parce qu'en réalité, quand vous êtes pour des questions criminelles, vous êtes souvent sous mandat de dépôt, parce que on estime que vous avez commis un fait très grave avant même qu'on vous juge. Vous êtes d'abord sous mandat de dépôt, on vous met un peu en prison. Ce qu'on appelle, comment appelle-t-on, j'ai oublié un peu le terme, mais on vous met, on prend un mandat de dépôt en détention provisoire, voilà. Donc vous êtes en détention provisoire. En réalité, vous n'avez pas même la possibilité de fuir. La plupart du temps, c'est que vous-même, il y a des situations sociopolitiques ou des situations, dans des cas où c'est la religion, des situations un peu de tension religieuse, et vous émettez un avis. Et peut-être on vous envoie une convocation par l'intermédiaire pour vous dire que voilà, de répondre, et vous estimez que, là, si je réponds, c'est sûr que ça, c'est pour des raisons politiques, ou c'est pour ces raisons religieuses-là. Ils vont m'enfermer, voilà, ma vie est en danger. Et là, vous fuyez. Là, vous avez le droit de le faire, il n'y a même pas de souci pour ça. Maintenant, il faut juste que vous trouviez les conditions de pouvoir quitter et arriver au moins à la frontière d'un pays, parce que de façon générale, au niveau de plusieurs frontières, vous pouvez déjà faire la demande d'exil. Déjà, même il y a certains sur leur propre territoire, ils cherchent les procédures là pour faire les demandes même en ligne, en se trouvant dans des conditions où ils sont un peu protégés, le temps de pouvoir recevoir l'asile est parti. D'accord. Est-ce que l'État dans lequel on se trouve en danger a le droit de nous retirer la nationalité une fois qu'on quitte le pays? Non. Vous gardez votre nationalité intacte. Vous n'êtes pas une apatride. Vous êtes une personne jusqu'à en danger. Et donc, l'État qui vous reçoit, en réalité, ne vous reçoit pas avec sa propre volonté. Ça, il faut le dire. C'est parce que vous bénéficiez d'une protection internationale, et cette protection internationale qui a été adoptée par la plupart des États qui font partie des Nations Unies, donc ont l'obligation d'accueillir sur leur territoire des réfugiés. Maintenant, il y a une chose, c'est que l'État peut estimer qu'il n'a pas les conditions pour te protéger. Et donc là, l'État fait cas de cela aux institutions compétentes comme la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ou alerte les Nations Unies pour dire il y a un réfugié, mais nous ne pouvons pas le protéger. Donc,
nous alertons pour que vous puissiez voir d'autres États afin qu'ils puissent être protégés. Mais l'État n'a pas l'obligation, n'a aucun droit sur votre nationalité. Et votre Vous état demeurez. d'origine, est-ce que votre état d'origine a le droit ou a la possibilité de vous retirer votre nationalité parce Oui, que vous êtes poursuivi? ça c'est la souveraineté de chaque État. Si l'État estime que, à cause de ce que vous avez commis, mais c'est très rare qu'on vous retire juste la nationalité comme ça. Pour retirer aussi la nationalité, il y a toute une procédure, il y a les conditions. Voilà. Maintenant, si on se retrouve dans un régime dictatorial où le régime estime que vous ne pouvez plus être de leur nationalité, en réalité, quand l'État vous retire la nationalité, c'est qu'il ne peut même plus vous juger. Ah oui. Ah, c'est fini, c'est-à-dire que c'est un État qui vous réunit. Et donc, ce sont les incidences. Exactement. Donc, il faut arriver à un niveau vraiment extrême pour que l'État... Puisque la plupart des cas, quand vous êtes réfugié, l'État a besoin de vous avoir tôt ou tard. Et donc, il vous retire généralement pas. Mais il faut un niveau extrême parce qu'à ce niveau-là, l'État ne va plus même attendre à vous juger puisque vous n'êtes plus membre de sa population. Vous ne bénéficiez même plus de titre voilà. Il n'y a pas de lien juridique. Il n'y a plus de lien juridique qui vous lie à cet État. Donc, si ça arrivait à ce niveau-là même, et que vous-même vous jugez même que c'est un État aussi qui ne vous intéresse plus, c'est ça qui arrive dans des cas où la personne peut redevenir apatride parce que en ce cas-là, on lui a retiré la nationalité sans qu'il ait encore fait une demande d'une nouvelle nationalité. Et là, il tombe dans le titre d'apatride et puis il va se orienter vers un autre État pour demander la nationalité. Il y a aussi le fait que, comme je l'ai dit, un réfugié qui a duré un peu dans un autre pays, avec toujours le statut de réfugié, peut estimer qu'il a besoin, qu'il veut être de la nationalité du pays d'accueil. Donc, il peut faire la demande. Dans ce cas-là, il y a le fait que dans certains pays, pour avoir la nationalité, il faut abandonner votre ancienne nationalité. Donc, ça aussi, ça peut faire que l'État, la personne va se retrouver en n'étant plus de la nationalité de l'État d'origine. Ou bien, il y a le fait que l'État d'origine même, dans ces tests, si quelqu'un veut avoir une autre nationalité, il doit abandonner sa nationalité. Et donc, quand vous le faites, l'État même, quand il apprend, si peut-être il y a des pays où vous pouvez avoir les deux nationalités. Si vous vous retrouvez dans ce pays-là, vous avez les deux nationalités. Est-ce que c'est le cas du Togo? Non, il faut avoir une seule nationalité. Une seule nationalité normalement. Normalement. Oui. Maintenant, bon, après, il y a des dérives. Donc, si vous vous retrouvez, si vous retrouvez dans l'autre État comme ça, et que l'État est au courant que vous avez les deux nationalités, bon, l'État peut estimer que vous ne devez pas avoir les deux et vous retire sa nationalité. Wow. Oui, donc un peu ça. Oui. Maintenant, une fois qu'une personne arrive à obtenir la nationalité de son pays d'accueil, est-ce qu'elle, à partir de ce moment, les mêmes droits que les autres citoyens lui sont reconnus? Oui, maintenant il devient... c'est comme un réfugié ivoirien qui est au Togo et qui demande la nationalité, la naturalisation. Si le Togo lui accorde la naturalisation, mais il devient togolais, il bénéficie de tous les droits qu'un Togolais. Il n'y a plus, que ça soit par naturalisation, la nationalité ne met plus de différence par rapport à la procédure de l'octroi. C'est comme les Africains qui sont en Europe, quand ils bénéficient de la nationalité, ils sont protégés comme étant des Européens, comme les Européens d'origine. Donc il n'y a plus de différence qui est mise, pas parce que vous êtes naturalisé, donc vous ne bénéficiez pas de ces droits, non. Vous ne bénéficiez de tous les droits. Est-ce que la naturalisation implique aussi les unions, le mariage avec une personne du pays d'accueil? Il y a aussi ça. Que vous... Et ça, mais c'est la procédure la plus rapide. Quand vous êtes dans un pays d'accueil, et puis bon, si finalement vous trouvez votre âme sœur de l'autre côté et que vous vous mariez, les tests permettent à ce que, à travers la femme ou l'homme, vous puissiez bénéficier donc de la nationalité de l'État. Et là, c'est beaucoup plus facile même pour certains. C'est pourquoi la plupart des réfugiés, et je ne vais pas dire, il n'y a pas de statistiques, mais
Les réfugiés africains, souvent en Europe, quand ils se retrouvent dans ces conditions, ben, ils préfèrent trouver Une compagne. une compagne pour pouvoir faciliter l'octroi, s'ils veulent vraiment avoir la nationalité. Quoique ce n'est pas quand même facile, mais c'est possible. Donc, il y a une certaine indifférence du droit du sol et de celui du sang. Oui, il y a carrément, tant que vous l'avez, c'est fini. D'accord. Maintenant, lorsqu'on va dans la pratique, vous avez parlé de toutes les protections, des droits qui sont reconnus aux réfugiés, mais est-ce que lorsque nous allons dans la pratique, ces droits sont effectivement respectés? En réalité, je vais dire que je vais donner une réponse mitigée. C'est pas vraiment, vraiment totalement, je vais dire, respecté dans la pratique. Parce que la plupart des États jaloux de leur souveraineté ne souhaitent pas forcément avoir des réfugiés sur leur sol. Euh, les États ne le souhaitent pas, mais c'est des conditions qui amènent à avoir. Maintenant, il y a quand même, on remarque de par, en tant que défenseur des droits humains, nous remarquons quand même qu'il y a certains qui ne bénéficient pas forcément de tous leurs droits. Il y a quelques personnes qui, par exemple, qui peuvent être discriminées parce qu'ils sont Oui. réfugiés, ils ne bénéficient pas de certains droits. Par exemple, le fait qu'ils puissent aussi vaquer librement à leurs occupations, s'ils ont des occupations, qu'on les tague de réfugiés. Voilà, il y a certaines discriminations. Il y a certains réfugiés aussi qui, des fois, sont violés. Et des femmes qui se retrouvent dans des conditions où elles sont violées parce qu'elles sont des réfugiés. Voilà, on estime que bon, vous n'êtes pas dans votre pays, donc on peut faire tout ce que vous voulez avec. Donc les États n'arrivent pas forcément à garantir tous ces droits-là. Il y a quelquefois des failles dans la protection. Et cela, je crois que les organisations comme Amnesty et autres ont plusieurs fois fait des rapports où il y a eu quand même des cas là qui ont été soulevés, des réfugiés dont les droits sont violés. Dans la pratique, c'est toujours difficile pour les États de pouvoir accorder toutes ces protections-là. Alors, ces personnes-là qui sont victimes de discrimination, de violence, ont-elles la possibilité d'intenter des actions en justice? Oui, oui. Et comme nous l'avons dit suffisamment, le fait qu'elles bénéficient d'une protection internationale leur permet de pouvoir porter plainte si elles estiment que cette protection-là, elle n'est pas accordée à 100%, ou bien si elles estiment qu'il y a un droit. Maintenant, toutes les personnes, tous les réfugiés ne sont pas forcément entre guillemets, des intellectuels, des personnes, je vais dire, Des des personnes personnes instruites. instruites, voilà, Oui. et qui connaissent toutes ces procédures-là. Ce qui fait que certains ne savent pas qui peut porter plainte. Certains pensent que c'est une faveur que Ok. l'État leur a fait, donc elle ne peut pas aller porter plainte contre X ou Y de cet État-là. Voilà. Or, il faut rappeler que quand elles sont normalement victimes, elles peuvent aller soit directement vers l'administration qui est chargée de leur protection, c'est-à-dire la CNA, quand je parle du Togo, la Commission nationale d'assistance aux réfugiés, ou soit elle peut aller directement vers des organisations de défense des droits humains qui peuvent porter leur cause, puisque c'est leur travail. Donc, et par exemple, nous, au niveau de la clinique d'expertise juridique et sociale, on a reçu des cas, des réfugiés. Oh, c'est juste. Voilà, c'est juste, effectivement, on a reçu des cas. Et ce qui a fait d'ailleurs que nous, on est en partenariat même avec l'ACNA pour traiter des cas de violations. L'ACNA nous a permis de pouvoir sensibiliser les réfugiés sur leurs droits et que si elles sont victimes, s'ils sont victimes de violations de leurs droits, ils peuvent porter plainte. S'ils ne savent pas, ils peuvent venir vers nous, on va les aider à porter plainte, puisque nous faisons de l'assistance juridique et judiciaire aux populations vulnérables. Donc, on a quand même de ces cas-là des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent porter plainte. Donc, vous pouvez aller au niveau de n'importe quelle organisation de défense, ou bien même, ils peuvent tout simplement aller au niveau d'un commissariat pour porter plainte contre X ou Y qui aurait porté atteinte à leurs droits. Ou bien, là, c'est vraiment au plus haut niveau, s'ils estiment que l'État même
n'est pas en mesure de les protéger. Ils estiment que vraiment, c'est l'État même qui ne les protège pas, c'est l'État même qui viole leurs droits. Là, ils peuvent directement saisir la commission. Prud'homme, Vous dites? la commission Prud'homme. Oui, oui, pourquoi pas, ou bien aller directement au niveau même de la commission des droits de l'homme de chaque. Normalement, la commission nationale des droits de l'homme dans chaque pays est une institution indépendante qui protège l'individu contre même son État. Vous voyez, donc il peut porter plainte directe là, ou s'ils ont des coordonnées des organisations internationales qui protègent, ils peuvent directement les écrire. Voilà un peu. Super. Alors, dites-nous, quelles pistes d'amélioration pourraient être envisagées pour renforcer la protection des réfugiés? Moi, je pense véritablement qu'il faut... d'abord qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser aussi bien les réfugiés eux-mêmes qui arrivent sur un territoire. Comme je l'ai dit tantôt, beaucoup pensent que c'est une faveur. Ce qui sont arrivés. Bon, c'est vrai, ce n'est pas votre pays, vous n'avez pas forcément le droit de faire tout ce que vous voulez, mais vous bénéficiez d'une protection internationale et donc les dispositions sont claires, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention de Genève et tous les tests nationaux des États, vous bénéficiez donc. Il faut qu'on les sensibilise sur ça. Il faut qu'on sensibilise aussi pour pouvoir assurer cette protection. Des fois, c'est les ressortissants des pays d'accueil qui ne voient pas du bon œil les réfugiés sur leur sol et qui ont l'impression que ce sont des envahisseurs, entre guillemets. Ce sont des personnes qui viennent les envahir alors qu'eux-mêmes, ils ne vivent pas forcément bien sur leur territoire. Et donc, les populations, les ressortissants des états d'accueil aussi doivent être sensibilisés pour que cette protection-là puisse être améliorée. Et en troisième position, l'État même d'accueil, pas forcément sensibiliser, l'État connaît ses droits et tout, mais il faut qu'on arrive encore à renforcer davantage la capacité des États à accueillir les réfugiés sur leur sol, à leur rappeler un certain nombre de dispositions et surtout, toutes ces institutions qui interviennent dans la protection des réfugiés, il faut renforcer encore les capacités, comme par exemple le personnel des commissions d'assistance aux réfugiés, le personnel militaire et gendarme, parce qu'eux aussi ils interviennent dans la protection de ces réfugiés. Il faut qu'ils connaissent véritablement les droits pour que quand un réfugié se retrouve dans leurs locaux, qu'ils puissent lui donner toute l'attention nécessaire. Et les informations. Et les informations dont ces réfugiés ont besoin. D'accord. Nous tirons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire que tout le monde peut se retrouver comme réfugié du jour au lendemain. Nous ne le souhaitons pas. Quand vous êtes dans un pays et que les situations sociopolitiques ne vous permettent plus, vous pouvez vous retrouver comme réfugié dans un autre pays. Donc, quand on est dans un État et qu'on a des réfugiés, il ne faut pas qu'on les voit comme des personnes à marginaliser. Il faut qu'on les accueille bien et tout. Donc, c'est ce message que j'ai envie d'adresser à tous les auditeurs et auditrices et les remercier et surtout vous remercier aussi pour l'invitation. Oui, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Un dernier mot, pourriez-vous nous rappeler les différents textes internationaux qui régissent la protection des personnes réfugiées? Oui, j'avais tantôt longuement parlé de la Convention de Genève de 1951. Il y a aussi le protocole qui s'est ajouté après. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et maintenant, sur le plan national, au Togo, nous avons une loi. Nous avons une loi, la loi sur la protection des réfugiés au Togo. C'est une loi de 2016, voilà, si je ne me trompe pas. Et maintenant, chaque pays aussi a des lois comme ça qui protègent, au-delà de ces 3 textes internationaux qui protègent les réfugiés. Merci pour ces apports et éclaircissements. Je vous en prie. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles
au programme de Radio Djena. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder un autre sujet de droit. D'ici là, portez-vous bien. C'était Meshak Nyaro au micro.